Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. Aujourd'hui on va parler de l'Influence Fight Club édition 2 qui a eu lieu samedi soir. Un événement qui aurait pu être une réussite à l'instar de la première édition qui s'est déroulée fin octobre, mais on en était très loin. Entre désistements, insultes, bizarreries, mensonges, soupçons de dopage, problèmes d'organisation, refus de combattre. On l'a vu dans le combat le plus attendu de la soirée, le main event, Ilan Castronovo contre Toto. Le combat n'a pas eu lieu, Ilan a refusé de combattre. Rumeur de prise de stupéfiants, la soirée a été une catastrophe. Messieurs, dames, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on revienne sur cette deuxième édition. On va analyser ensemble pas mal de choses et vous allez voir que, en fait, cette catastrophe était prévisible. C'était évident que ça allait droit dans le mur. Je pense que ce qui est intéressant dans cette vidéo, ce qui est pertinent, c'est le fait que j'ai participé à la première édition. Donc je peux vous expliquer un petit peu comment ça se passe dans les coulisses, les petits points qui me paraissent extrêmement bizarres, les incohérences. Et vous allez voir que tout paraît plus clair une fois qu'on les a posés sur la table. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse. Vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint aussi sur la chaîne Vlog. Le premier vlog va sortir normalement dimanche si YouTube arrête de me faire la misère. Pareil, le lien du Bronx de Mousse est en description. D'ailleurs, c'est sur cette chaîne que vous aurez les vlogs de la préparation du premier combat. Enfin, de mon seul combat au final. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. On va commencer par le commencement pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment l'Influence Fight Club et même le MMA. Donc, l'Influence Fight Club, c'est quoi? C'est une organisation qui a été créée dans le but de divertir. C'est pas une organisation type Ares, Hexagon ou UFC. C'est vraiment dans le but de divertir. Et pour divertir tout ce beau monde, ils ont eu l'idée de faire la rencontre entre les influenceurs et donc le milieu du MMA. Pour la première édition, à la tête de l'organisation, il y avait 3 personnes de sûr. 4, je peux pas vous dire. Aujourd'hui, pour la deuxième, il y avait 4 personnes, mais je crois pas que la 4e personne était là à la première édition. Bref, donc pour la première édition, à la tête de l'organisation, il y avait donc Guillaume Pelletier, personne très connue. C'est le manager de la Bulgarian Top Team, la BTT. Il est manager de Benoît Saint-Denis, de Oumar Sy, Morgan Charrière, Amin Ayoub, Ilyes Djiroun, enfin voilà, des top combattants français. Il y avait également Sebi Dadi et Ilan Castronovo. Donc vous comprenez qu'à la première édition, le combat principal, le main event, c'est Ilan Castronovo contre Sebi Dadi. Eh bien, en réalité, les deux ne sont pas seulement des combattants, ce sont 2 personnes à la tête de l'organisation également. Pour comprendre comment j'en suis arrivé à combattre dans cette organisation et pour la première édition, il faut revenir en mars 2024, où en fait j'avais sorti une vidéo sur Benoît Saint-Denis qui à l'époque était accusé de racisme. Et en fait, après cette vidéo, Guillaume Pelletier était venu me contacter sur Instagram en me disant voilà, écoute, je suis abonné à ta chaîne depuis un petit moment, j'aime bien ce que tu fais sur les influenceurs, etc. Là, tu as fait une vidéo sur un de mes combattants, donc je me permets de t'écrire. Et puis, c'est comme ça qu'on a commencé à échanger et à sympathiser. Il m'invite à un événement de MMA, c'était à Grenoble, c'était le Kingdom Fighting édition 2. Et à cet événement, eh bien, il y avait Sebi Dadi. Et c'est à cet événement que Guillaume Pelletier me dit en rigolant tu pourrais monter dans la cage face à Sebi Dadi. Moi, je dis ouais, vas-y, je suis chaud. Moi, je rigolais pas, mais en fait, Guillaume Pelletier ne rigolait pas non plus. Donc voilà, on en est resté un petit peu là. Quelques mois plus tard, l'idée a fait son chemin parce qu'en fait, Guillaume Pelletier a sympathisé avec Sebi Dadi. Et je pense qu'en échangeant, ils en sont venus à cette idée de faire une organisation avec des influenceurs. L'idée avait fait son chemin, c'était vraiment en train de se concrétiser. Et en fait, l'Influence Fight Club, c'était plus qu'une idée, ça allait être un événement. À la base, dans ma tête, j'allais affronter Sebi Dadi. Sauf que, au bout d'un moment, Guillaume m'a dit non, c'est pas possible, Sebi Dadi ne veut pas, t'as pas assez d'abonnés, c'est pas intéressant pour lui. Ce que je peux comprendre. À cette époque, j'avais peut-être, je sais pas, 60 000 abonnés sur YouTube. Lui, il avait des millions sur Instagram, donc j'ai compris, il n'y a pas de souci avec ça. L'événement commence à prendre forme, il faut trouver des combattants chauds pour participer.
Et ensuite, il faut trouver des adversaires à ces combattants. Et je vous assure que c'est une galère, vraiment. Je me rappelle des échanges avec Guillaume. À la première édition, c'était extrêmement compliqué de trouver des influenceurs, des gens connus sur YouTube ou autres, qui avaient envie de monter dans l'octogone. Vraiment, c'était une galère. Parce que les influenceurs cherchent le buzz, la visibilité. Or, c'est le premier événement dans le genre. Aucun recul, compliqué d'apporter des garanties. C'est-à-dire qu'à la première édition, l'organisation a envoyé plein de mails, plein de messages privés à tout un tas d'influenceurs. Personne voulait. Voilà. Donc, l'édition 1 de l'Influence Fight Club, c'est 11 combats, dont 2 combats d'influenceurs. Alors, attention, d'influenceurs, il y a Ilan contre Sebidadi, le deuxième, c'est Doriki contre moi. Je suis pas un influenceur, mais voilà, j'avais une chaîne YouTube. On va considérer que c'est comme influenceur, mais vous avez compris. Et pour que vous saisissiez la différence, l'édition 2 de l'Influence Fight Club, c'est plus 11, mais 15 combats. Et sur ces 15 combats, c'est 8 combats d'influenceurs, donc plus de la moitié. Et vous êtes en train de vous dire, ouais, en même temps, ça s'appelle l'Influence Fight Club, donc c'est logique. Oui, mais c'est aussi ça qui fait que ça a été une catastrophe. Parce qu'à la première édition, ça veut dire que le public, qu'il soit sur place ou sur Internet, a vu 9 combats de qualité sur 11. Forcément, c'est des combattants, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Mais en tout cas, c'est des combattants, donc c'était très agréable à voir. Et je pense que personne ne peut le nier. Et seulement 2 combats bien moins intéressants, en tout cas au niveau technique. Le mien était peut-être pas intéressant même en termes de divertissement ou de hype. Forcément, je suis personne. Mais celui de Sebidadi et de Ilan, par contre, oui, était très attendu. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas le concept, la première édition, c'est une réussite. C'est une réussite en termes de billetterie, parce que sur place, c'était plein. Il y avait 1300 personnes. Je crois qu'il y a eu 10 000 pay-per-view. Donc, c'est les personnes qui payent sur Internet les fameux 5 € pour voir tous les combats de la soirée. En termes de visibilité, ça a été un carton, que ce soit pour les médias sur place, pour l'organisation, pour certains combattants. L'événement a généré des millions de vues, ça a grave buzzé et ça a changé la donne. Ça a pas mal changé la donne parce que devant cette visibilité et ce buzz, eh bien, il y a pas mal d'influenceurs qui voulaient participer à la deuxième édition. Il y a un truc qui fait que la première édition, c'est une réussite aussi, c'est l'organisation. Tout était carré de A à Z. Personnellement, c'est ma première expérience, j'avais jamais fait de sport de combat. J'étais allé dans un événement, mais en tant que spectateur, mais là, côté coulisses, tout était fait pour qu'on soit dans les meilleures dispositions. Quand on est arrivé, on a donné une interview à un média MMA, on nous a remis notre matériel, du matos de qualité, on a eu un shooting photo, il y a eu une conférence de presse, la pesée médiatique. Je peux vous dire qu'à la pesée médiatique, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de médias en face de nous. La sécurité était au rendez-vous avec un check-up médical. La salle était au top en termes d'agencement, de son, d'image, le grand écran, les lumières, tout ce que vous voulez. Tout était au top. Moi, j'ai eu des retours par rapport à des spectateurs sur place. Même eux, ils étaient agréablement surpris. Franchement, cette première édition, les seules critiques qu'on a pu entendre, c'est des critiques qui étaient avant l'événement, c'est-à-dire, ouais, c'est dommage de faire un événement en mettant en avant les influenceurs, etc., etc. Mais hormis ça, personne n'a eu de critiques concernant l'organisation, le déroulement des combats, etc., etc. Tout était carré, ce qui n'a pas été le cas sur l'édition 2, mais on va y venir après. Alors, peut-être des personnes qui se demandent pourquoi j'ai participé à l'édition 1 et pas à l'édition 2 alors que j'ai gagné mon combat. Alors, il y a 2 raisons principales à ça. En réalité, il y en a même 3. Alors, la première, c'est parce que je l'avais promis à mes parents. Mes parents étaient en stress, comme si j'avais 12 ans alors que, je sais pas, j'ai fait plus de 150 matchs de rugby. Et bon, bref. La deuxième raison, c'est l'argent. Je sais, ça va peut-être vous choquer, mais vous vous rendez pas compte. Les sports de combat, ça coûte cher. Donc, je vous rappelle que j'avais jamais fait de sport de combat. Donc, il fallait s'acheter le matériel, il fallait payer la licence à la salle de MMA, il fallait se payer des cours particuliers de boxe, de MMA pour rattraper un petit peu le retard. Je veux dire, c'est pas un jeu quand on rentre dans l'octogone. Donc, j'ai essayé d'avoir le plus d'armes et d'outils possible. Donc ça, ces heures-là, il faut les payer. Il faut payer l'avion, l'hôtel, la nourriture sur place. En tout, ça m'a coûté 2500 € et j'ai touché 1000 € de l'organisation. Quand je vous dis que je suis transparent jusqu'au bout. Donc si vous faites le calcul, j'ai mis 1500 € de ma poche, mais je m'en fous. J'avais envie de vivre cette aventure à fond. J'étais pas obligé de monter à 4 en Belgique. Je suis monté avec Stéphane, mon coach, un caméraman et mon meilleur pote. J'aurais pu monter seulement avec Steph. J'ai voulu me faire un kiff, je suis allé au bout du truc. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, mais certains abonnés voulaient faire une cagnotte. Non, non, non. Je vais au bout de mon aventure tout seul.
c'est mon délire, c'est à moi de payer. Donc je me suis un petit peu garé. Donc pourquoi l'argent? Eh bien, à la première édition, il y avait 1300 personnes. Donc j'ai été payé 1000 €. À la deuxième édition, on était sur une arène qui pouvait accueillir potentiellement 10 000 personnes. On m'a proposé la même chose. Bah moi, ça me va pas. Je suis pas là pour m'enrichir, mais je vais pas m'entraîner pendant 3 mois, mettre potentiellement mon intégrité physique en jeu, me castagne dans l'octogone pour en plus devoir payer de ma poche. Ça paraît logique. Mais j'en veux pas spécialement à l'organisation. Il y a des coûts, ils sont là pour faire leur business. Pas de souci avec ça. La troisième raison, c'est concernant l'adversaire qu'on m'a proposé. J'ai dit à Guillaume Pelletier, je veux affronter un mec sur qui j'ai fait une vidéo. Donc ça laissait 3 possibilités, Ilan, Sebidadi ou Dylan. La première fois, je l'ai fait pour le sport, je l'ai fait pour le défi. J'ai affronté un mec d'Oriki qui avait déjà un combat chez YFC. Il s'entraînait depuis un petit moment. La deuxième fois, je voulais affronter un influenceur, mais pas n'importe lequel, un influ-voleur sur qui j'ai fait des vidéos. Honnêtement, si on m'avait proposé un des 3, j'aurais oublié les 2 premières raisons. J'y serais allé, sauf qu'en fait, Ilan, il était déjà booké contre Dylan. Il restait que Sebidadi. Et Sebidadi, encore une fois, voulait pas m'affronter parce que j'avais pas assez d'abonnés. Mais il faut savoir que l'adversaire de Sebidadi avait 4 fois moins d'abonnés que moi. Donc lui, il avait 40 000 sur TikTok, quand j'en avais 120 000 sur YouTube. Vous comprenez très bien que c'est pas la raison pour laquelle il l'a refusé. Donc, j'ai pas participé à l'Influence Fight Club 2. Honnêtement, je n'avais aucun regret avant l'événement. J'en ai encore moins après. On va arriver maintenant aux raisons de l'échec de l'Influence Fight Club 2. Donc, pour comprendre les raisons, il faut voir aussi les différences entre les 2 éditions. C'est assez important. Pour moi, une des raisons qui explique l'échec de la 2e édition, c'est le nombre d'influenceurs sur la carte. On avait des candidats de télé-réalité, dont 3 assez problématiques, Sebidadi, Ilan Castronovo, Dylan. Il y avait Marvin Tiller, qui n'est pas spécialement problématique, le frère de Sebidadi, Brian Boy, qui n'est pas non plus spécialement problématique. Et autour de ça, on avait par exemple un membre de la team Nasdaq, Samos, et pas mal de TikTokers. Au final, vu que les candidats de télé-réalité sont devenus des TikTokers, ils font des matchs, des vidéos, etc., on était plutôt sur un TikTok Fight Club, au final. On était vraiment sur ça. Et ça a changé quoi? Ben, beaucoup de choses, notamment la conférence de presse. Première édition, ça s'est bien passé, à part un moment où Ilan a un petit peu craqué, parce qu'il a été face à des accusations de VIOL. Mais on va dire que c'était que des paroles. Là, à la conférence de presse de la 2e édition, c'était n'importe quoi. Après, je m'occuperai de sa mère. Écoute-moi bien, je vais mettre ta daronne ensemble. Et après, frérot, tu m'appelleras beau-père. Tu penses vraiment que t'es chaud, victime. T'as vu ton oncle, il a manqué de respect sur TikTok. Ton oncle, il a manqué de respect sur TikTok, je l'ai fait quoi à ton oncle? Je l'ai marqué à la gueule comme ça. Et toi, je te jure, je vais t'éteindre pour ton café. Reste bien comme t'es. T'as vu ton oncle, comment je l'ai tapé? Et ben je vais taper encore plus fort. Va fais tes trucs, le prochain c'est toi et moi. Le prochain c'est toi et moi, je te dis. Je vais te monter en l'air. Je te le dis. Comme ça tout le monde il l'a averti. Bon, je la fais courte. À l'époque j'avais eu un buzz par rapport à l'histoire sur la police, etc. sur TikTok. Un jour Marvin a fait une story où il a parlé de moi. J'ai répondu. Et ça en est suivi des insultes sur Snap et tout, des insultes. Auquel j'ai pas répondu, j'ai répondu un petit gage par vidéo. Et ça en est resté là. Voilà. Donc c'est ça en fait l'histoire. Donc si on peut régler ça aujourd'hui, on fait d'une pierre deux coups, bien évidemment. Marvin, je pense que... Je suis très content, moi je l'ai tapé, tout va bien. C'est quoi, je suis pas content. Bénéf, Francis. Bénéf, tu vas en prendre aussi, frérot, t'inquiète pas. Hein? Tu vas en prendre aussi, t'inquiète pas. On va prendre du tout, ça, tu vas pas rentrer des 3 mois. Ça doit être ça. Eh, c'est pas les réseaux, moi je suis pas les petits intérêts que t'as menacé. Tout le monde a chaud de ton télé, moi j'ai pas chaud de toi, frérot. Moi tu me braques devant la caméra, ça va rien faire pour moi. On a un petit avertissement sur nous. Eh, moi je suis là, moi je suis commentateur, moi. Moi je donne le gaz ici. Ok. Oh, tu sais que même face à moi, tu peux toujours pas faire. Non, sérieusement, tu peux toujours pas faire. Tu peux railler comme tu veux. Railler comme tu veux. Ouais, ça va être ça. Ok, ça se rendra pas plus féroce, frérot. À voir. Ces mecs comme toi, c'est quoi un prototype? Tu me rends le petit. Ouais.
Ah, c'est bon. Non, ce n'est pas le cri d'une hyène que vous avez entendu derrière, c'est le rire d'Aquababe. Au final, c'est un petit peu la même chose. Et là, dites-vous, on n'était que sur la première conférence de presse. Et je peux vous dire qu'en termes d'image, cette conférence de presse, ça a été catastrophique pour l'événement. Déjà parce que la tension entre Sebi Daddy et son adversaire s'est cramée à 1 million de kilomètres que c'est de l'acting. Tout est fait exprès pour vendre le combat. En fait, si vous voulez, dans les sports de combat, plus il y a de la tension, plus il y a de la hype, et plus il y a de la hype, plus ça va rapporter d'argent, que ce soit en termes de billetterie, de pay-per-view, ou alors même en termes de visibilité, les vues faites par les vidéos. Et là, on est clairement sur ça. Le public visé, c'est le public TikTok, ni plus ni moins. On n'est pas sur des passionnés de sport de combat ou de MMA. Là, on vise la jeune génération qui est assoiffée de sang, d'embrouilles, de clash. Bon, c'est vraiment la cible. Et catastrophique pour l'image de l'événement parce que Marvin Tillière est allé beaucoup trop loin. On n'était plus dans la tension, on était dans l'agression. Là, ça cassait un petit peu tous les codes du sport. Déjà que ça tenait à un fil, là, ça allait beaucoup trop loin. Et cette tendance va se confirmer lors de la pesée médiatique. La pesée médiatique, c'est la pesée la plus proche de l'événement. Lors de la première édition, ça s'est bien passé. Hormis une petite poussette de Ilan sur Sebi Daddy. Ilan, de la team Zodiac, opposé à Sebi Daddy, de la team Police, qui rencontre Inami. Mais là, vous allez voir qu'on est reparti dans les travers de la première conférence de presse. Regardez-le, les gars. Il mange que des grecs. Ferme-le. 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 T'inquiète, je vais t'avoir. Je vais t'avoir. S'il vous plaît. Tranquille. Tu parles de ma mère, toi? Tu parles de ma mère, toi? Tu parles de ma mère, toi? Tu vas voir, continue à me mettre des gifs, moi je vais t'éteindre. Demain, tu vas voir. En fait, je sais pas si c'est en accord avec l'organisation ou si c'est les participants eux-mêmes qui ont décidé de faire ça, mais en fait, les ingrédients sont pas bons. Ce que les gens attendent, c'est peut-être un petit peu de tension, et encore, ça dépend du public, mais surtout, ce qu'ils veulent, c'est des combats spectaculaires. En fait, la violence ne doit pas être avant, genre conférence de presse, pesée médiatique, ça doit être dans la cage, dans les règles du sport. Et en fait, là, ça a été tout l'inverse. On a eu de la tension, de l'agression, de la violence avant, et en fait, une fois dans l'octogone, c'était extrêmement décevant. Au rayon des déceptions et des choses qui n'ont pas marché et qui ont du coup terni l'image de l'événement, c'est clairement l'acting. On va pas se mentir, les influenceurs ont déjà mauvaise presse, mauvaise réputation, et ce que les gens attendent, en tout cas pour renverser la vapeur, c'est du vrai, du réel. Et durant cet événement, il y a eu beaucoup de fakes et de mensonges de proposés. On peut prendre par exemple les pesées médiatiques. Regardez, alors déjà c'est un combat entre un boxeur de 60 kg et un autre de 120, ça n'existe pas nulle part, mais juste regardez, on voit très bien que lorsque le boxeur de 120 kg envoie son coup, déjà on voit qu'il veut pas le toucher et on voit que l'autre s'y attend. C'est cramé. Regardez-le, les gars. Il mange que des grecs. Il y a aussi ces deux mecs qui ont simulé une embrouille dans un ascenseur où soi-disant ils se sont tapés dans l'ascenseur. Spoiler alerte, c'est que du mytho. Pareil, c'est pour faire monter la hype autour du combat. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Comment ça, qu'est-ce que je fais là? Comment ça, ils nous ont mis dans mon hôtel? Comment ça, c'est pas quoi dans l'hôtel? Comment ça, tu es dans l'hôtel? Ah, tu m'embarques, vas-y, on règle ça dans la Vas-y, on va régler ça. Alors, c'est quoi le problème? Je suis chaud. Ouais, je suis chaud. Pose tes lunettes, vas-y. Pose tes lunettes. Surtout que ce qui est très drôle avec ces deux gammes, on en parlera dans la deuxième partie, oui, il y aura une deuxième partie parce qu'il y a trop de trucs à dire, c'est que leur combat a été arrêté par l'arbitre pour inactivité. En fait, il se passait tellement rien que l'arbitre a arrêté. Ils sont sortis sous les huées, les sifflets, tout ça pour ça. Le fiasco autour de l'Influence Fight Club 2 s'est dessiné aussi autour de désistements, d'annulations. On se rappelle que le combat principal à la base, c'était Ilan Castronovo contre Dylan Thierry.
Dylan Thierry a annulé. Bon, je vais aller droit au but. Je tiens à annuler ma participation au combat des MMA du 3 mai pour plusieurs raisons. Tout simplement, déjà la religion. On vient de sortir du mois de Ramadan. Je viens de faire un voyage humanitaire. Autre chose, bien évidemment, ma blessure. J'ai fait une opération il y a 2 mois. Je suis pas complètement guéri. Comme on dit en islam, notre corps nous appartient pas. Il appartient à Allah et il faut en prendre soin. Et aussi, quand je me suis retrouvé à la conférence de presse, je me suis pas du tout senti à ma place. Je ne dis pas que je suis meilleur qu'eux, bien au contraire, mais je ne me suis pas senti à ma place. Moi, j'étais là pour représenter le sport et c'est vrai que j'étais pas à ma place, je me sentais pas à l'aise. J'avais l'impression d'être retourné 15 ans en arrière. Il y avait aussi Marvin Tillière qui devait affronter donc Virgile Delcamp, qui avait participé à des émissions de télé-réalité. Virgile Delcamp, il était quand même un petit peu connu dans les sports de combat, il faisait du full contact. Donc c'était une affiche, ma foi, assez intéressante. Et bien pareil, Virgile a annulé. Il y avait aussi le frère de Sebi Dadi, Brian Boy, qui devait affronter le frère de Ilan Castronovo, mais pareil, le frère de Ilan Castronovo a annulé. Il y avait également Capi, qui est quand même très suivi sur les réseaux, qui est un boxeur qui devait affronter un mec. Et ben, le mec a également annulé. C'est pour ça qu'on est arrivé à Capi 60 kg qui affronte le Viking suisse de 120 kg, mais tout a été monté de toutes pièces sur TikTok. Et on avait un mystère autour de Sebi Dadi qui devait combattre pour une ceinture, mais on ne savait pas vraiment son adversaire. Tout le monde s'attendait à un adversaire, je sais pas, de qualité, on va dire. Et au final, il a affronté l'indécis. Alors, c'est vraiment le blaze du mec. L'indécis, un mec qui jouait au foot, il a le droit, qui n'a jamais combattu, jamais fait de sport de combat, tout ça, qui fait son premier combat pour la ceinture de l'Influence Fight Club 2, contre Sebi Dadi qui s'entraîne depuis 1 an. C'est une affiche qui fait pas rêver. Voilà. Pour conserver un peu une hype sur cette carte, ils ont essayé de faire des réajustements et c'est comme ça qu'on est arrivé à Ilan contre Marvin Tillière. Sauf que Marvin Tillière s'est blessé et c'est pour ça qu'on est arrivé sur Ilan contre Toto. Bon, je vous épargne les petits ajustements qu'il y a eu sur la carte entre petits TikTokers, etc. Mais c'est la même chose. Au final, le constat, c'est quoi? Eh ben, la carte était beaucoup moins attrayante et du coup, il y a moins de places qui se sont vendues. On l'a vu comment? Eh bien, tout simplement parce que l'organisation a offert énormément de places. Et encore, le jour J, la salle était très loin d'être pleine. Je vais en donner. Ok, on va en donner à tout le monde, c'est pas grave, on va donner à tout le monde. Juste un truc, moi je vais prendre un papier, un stylo. Les gars, devant, écoutez-moi. Voici donc les premières explications concernant le flop de l'Influence Fight Club. Vous allez voir qu'il y en a pas mal d'autres. Alors, flop, c'est un bien grand mot parce que faut savoir que l'organisation ne dira pas vraiment à quel point c'était un flop. On ne saura pas vraiment les chiffres. Lors du premier événement, on a su que c'était une réussite, mais comme vous le savez, dès que c'est un échec, on n'en sait pas grand-chose. Il y a de fortes chances que le discours officiel soit on a limité la casse, mais on ne sait pas vraiment s'il y a eu des pertes ou pas. En tout cas, lors de la partie 2, on va rentrer dans les détails de la soirée, de la préparation des combattants, des petits mensonges qu'il y a eu, des ratés en termes d'organisation. Vous allez voir, on va tout décrypter. En plus, ce qui est intéressant dans le fait d'attendre, c'est qu'il y a des infos qui vont sortir entre cette vidéo et celle de vendredi. On a par exemple Lorga qui est en train de communiquer pour peut-être engager une action en justice contre Ilan. On a Thomas qui a fait des tests pour laver tout soupçon concernant une prise de stupéfiants éventuelle. On a une nouvelle affaire qui est sortie, un potentiel dopage de la part de Sebi Dadi, mais pour moi c'est de l'acting, mais pareil, on en parlera vendredi. Et vu qu'on est dans la semaine suivant l'événement, il y a pas mal de choses qui vont sortir à mon avis. Donc la partie 2 risque d'être croustillante. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse. Vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi à 18 h. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.